Bonjour, projet Pinget numéro 13. Et aujourd'hui, dans le projet Pinget, je le rappelle, les vidéos impaires, comme d'habitude, sont consacrées à des entre-deux, à des vidéos intermédiaires entre les vidéos paires qui, elles, sont consacrées à des sortes de monographies, des vidéos consacrées à un livre en particulier. Et en ce moment, je suis en train de lire Le Fiston, qui est le livre suivant sur la liste, et ça sera donc le sujet unique de la vidéo numéro 14. Je suis en train de lire Le Fiston. Comme je le fais d'habitude dans le cadre de ce projet Pinget, je prends le temps de le lire, c'est-à-dire je me retiens de le lire trop vite, donc je le lis par pause, en prenant le temps, donc d'une manière un peu singulière, inhabituelle même pour moi. Ça me laisse un peu le temps aussi de réfléchir, ça me laisse le temps de laisser décanter en quelque sorte ce texte-là. Deux petites remarques déjà du point de vue de la contiguïté éditoriale. Vous le savez peut-être, je travaille beaucoup en ce moment avec les éditions Louise Bottu, et notamment sur l'œuvre de Pierre Barreau, notamment son deuxième livre, Clonck et ses dysfonctionnements. Eh bien, les éditions Louise Bottu viennent de faire paraître L'aide à l'emploi de Pierre Barreau, troisième livre de Pierre Barreau. Et la raison pour laquelle je fais ce lien avec les éditions Louise Bottu, c'est que les éditions Louise Bottu, elles tirent leur nom d'un personnage de Robert Pinget, qui apparaît notamment à la fin de Monsieur Songe, c'est la poétesse Louise Bottu. Eh bien, dans Le Fiston, j'ai trouvé la première occurrence du personnage de Louise Bottu dans l'œuvre de Robert Pinget. C'est dans la visite au cimetière, c'est un passage du Fiston qui dure plusieurs pages, dans laquelle il y a la description de toutes les tombes et de tous les caveaux, et donc au milieu, et la tombe de Louise Dizimance, de son vrai nom Louise Bottu, 1813-1904, qui fut poétesse à Paris. Ô Dieu, tu m'as donné vie, à ton ciel tu me convies, vers tirer des illusions. À côté, André Jérôme Bottu, Jeannette née Lantois, Corinne Bottu sans cou, Charles Amédée Misance sans cou et René Bottu. C'est au bas de la page 62, dans la réédition en poche aux éditions de l'Âge d'Homme du Fiston de Robert Pinget, qui est un roman de 1959, et donc première apparition de Louise Bottu, de manière assez ironique d'ailleurs, ce personnage qui revient à plusieurs reprises, je ne sais pas combien, je le verrai au fur et à mesure du projet, dans l'œuvre de Robert Pinget, apparaît pour la première fois morte. C'est sa tombe que l'on voit avec cette épigraphe tirée d'un des poèmes de cette poétesse fictionnelle, mais on a aussi ses dates de naissance et de mort, c'est donc une poétesse du 19e siècle. Voilà, c'était un peu l'occasion déjà de signaler cette parution d'un écrivain qui compte pour moi, Pierre Barreau, L'aide à l'emploi. J'ai commencé à le lire aussi. Signaler que je suis en cours de lecture du Fiston de Robert Pinget. Et le sujet principal de cette vidéo numéro 13, ça va être finalement de ne pas parler de Robert Pinget, mais de parler d'un autre écrivain contemporain de Robert Pinget. Et je veux parler de Claude Mauriac, le fils de François Mauriac. Claude Mauriac, j'ai une connaissance très... comment dire, j'allais dire épisodique, c'est pas vraiment le cas, mais une connaissance plutôt fragmentaire de son œuvre. Il y a quelques années, il y a 5 ans, pour le centenaire de la naissance de Claude Mauriac, un colloque avait été organisé à Malaga, et dans le cadre de ce colloque, j'avais proposé un an plus tôt une communication sur les traductions de l'argot et des différents niveaux de langue inscrits dans la tétralogie de Claude Mauriac. Et c'est de cette tétralogie que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer quel est le rapport pour moi avec Robert Pinget. Alors tout d'abord, très rapidement, la tétralogie de Claude Mauriac, publiée à la fin des années 50, au début des années 60, donc intégralement contemporaine du Fiston, mais contemporaine aussi de la modification de Butor, de l'emploi du temps, des premiers... pas des premiers livres en fait, de Nathalie Sarraute, parce que Martereau c'est déjà fin des années 40, quand je veux parler, je veux dire des romans, Tropisme c'est 1939, donc c'est quand même très nettement postérieur aux premières publications de Nathalie Sarraute. Mais enfin voilà, Claude Mauriac, comme Robert Pinget, se trouve sur la fameuse photo qui a ensuite donné lieu à l'idée qu'il y avait l'école de Minuit et le nouveau roman. Alors Claude Mauriac n'a jamais été publié aux éditions de Minuit, mais il s'est retrouvé à un moment donné... estampillé, nouveau romancier. Et il y a en fait de très bonnes raisons à cela. Je le trouve même d'un certain point de vue beaucoup plus proche de Sarraute, Butor, Robbe-Grillet que Pinget par exemple. Mais Pinget étant publié chez Minuit, l'analogie se fait nettement plus facilement. Bref, la raison pour laquelle je veux parler aujourd'hui de cette tétralogie, brièvement, rassurez-vous, je ne vais pas vraiment en parler, je vais plutôt lire 4 extraits de 2 des livres de cette tétralogie, c'est que c'est pas parce que cette tétralogie a été publiée au même moment que le Fiston, mais c'est parce qu'en lisant le Fiston,
avec cette structure narrative très particulière du fiston, sur laquelle je reviendrai dans la vidéo numéro 14, je me suis dit qu'il y avait là un vrai point de convergence d'écriture. Il ne s'agit pas d'une convergence thématique, il ne s'agit pas d'une convergence dans l'approche même de ce qu'est le roman ou de ce qu'est l'entreprise romanesque, mais il s'agit d'une convergence d'écriture, c'est-à-dire de configuration. Comment un écrivain met en forme un récit de manière à former un livre. Et le fiston, pour juste anticiper sur cette question-là et que vous compreniez de quoi je parle, le fiston est constitué d'une sorte de patchwork qui ne suit pas un ordre linéaire. Je m'explique, il y a un enterrement, tout part en fait de l'enterrement de la fille du cordonnier, c'est la première phrase, la fille du cordonnier est morte, et ensuite il y a un certain nombre d'événements qui se passent, qui tournent principalement en fait autour de Levert, et donc c'est Monsieur Levert dont on finit par découvrir que c'est probablement le père non avoué de la fameuse fille du cordonnier, morte. Tout tourne ensuite autour de cette figure de Monsieur Levert, et le fiston, c'est le fils disparu de Monsieur Levert. Mais ce qui est intéressant en fait dans la structure, c'est que il y a des événements qui sont simultanés ou antérieurs ou postérieurs les uns aux autres, et que le récit dans le fiston ne les présente pas de manière linéaire, mais au contraire les présente d'une manière qui est tuilée. C'est-à-dire qu'en fait, un événement est raconté d'un certain point de vue, du point de vue de tel ou tel personnage, et la transition avec la séquence suivante ne se fait jamais sous forme de chapitre. On a une sorte de flux continuel, c'est d'ailleurs la première fois que Pinget fait ça. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de saut de page, il y a très peu de sauts de paragraphe, il n'y a jamais de blanc entre les paragraphes. La séquence suivante reprend un petit peu plus loin ou un petit peu avant. Donc on a une espèce de système d'analepse-prolepse permanente qui constitue une sorte de tuilage temporel narratif, qui d'ailleurs finit par rendre les concepts d'analepse et de prolepse à peu près inopérants. Si on veut vraiment essayer de décortiquer le texte, on ne peut pas réellement le faire. Donc voilà. Et alors en lisant ça, je vais lire un extrait du fiston, page 23. Monsieur Levert est passé dans la salle à manger. Sa gouvernante s'est assise en face de lui et lui a dit « La fille du cordonnier est morte. On l'enterre aujourd'hui. » À ce moment, le cortège sortait de l'église et la mère Chainze se trouvait mal. On la conduisait chez Tripot. Monsieur Levert a demandé « Elle était jeune ?» La gouvernante a répondu « Dans les 30, je crois. C'est la seconde des 3 enfants. L'aîné habite le Rouget. Il est arrivé ce matin avec sa femme, le cadet s'est miné, celui qui boit. » Et je m'arrête là, mais là on a un fonctionnement qui n'est pas seulement de la configuration narrative du récit, c'est-à-dire de la succession d'épisodes qui fonctionnent selon son tuilage que j'ai décrit avant. On a aussi un fonctionnement même de la répétition textuelle. Parce que ce qui se passe ici, la fille du cordonnier est morte, on l'enterre aujourd'hui, à ce moment le cortège sortait de l'église, cette phrase-là réarticule cette partie du récit, page 23, avec le tout début du texte, page 7. Et du coup, ce qui se trouve, c'est qu'on a ici une reprise textuelle ou quasi textuelle d'éléments qui se trouvent sur la page 7 et sur la page 8. Donc, en lisant ça, soudainement, je me suis dit, Claude Mauriac. Alors bien sûr, comme toujours, les semblances, l'intertextualité perçue par un lecteur, c'est souvent un petit peu subjectif bien sûr, mais néanmoins, la raison pour laquelle j'ai pensé à ça, et j'ai quand même du coup relu pas mal la fameuse tétralogie de Claude Mauriac, j'en ai repris un certain nombre de pans, de fragments, etc. Ça fonctionne, pourquoi? Parce que ce que fait Claude Mauriac dans cette fameuse tétralogie, toutes les femmes sont fatales, le dîner en ville, la marquise sortie à 5 heures, et l'agrandissement. Ce que fait Claude Mauriac dans cette tétralogie, c'est que, alors c'est la différence notable avec Pinget, c'est qu'il y a un personnage d'écrivain, une sorte de scriptor in fabula, qui est en quelque sorte le maître d'œuvre de l'ensemble de la perception. Mais cette tétralogie porte le nom général, le titre général de dialogue intérieur. Et l'idée du dialogue intérieur, qui est notamment très très présente dans les 2 livres centraux, et c'est de cela que je vais parler, Le dîner en ville et La marquise sortie à 5 heures, le principe d'écriture, c'est que le texte juxtapose un certain nombre de monologues intérieurs de différents personnages qui en fait se croisent au même moment, au même endroit. Dans La marquise sortie à 5 heures, 3e volet de la tétralogie, c'est
il y a une unité de lieu, c'est un carrefour à Paris, le carrefour Debussy, dans le 6e arrondissement, et c'est cette unité de lieu qui fait que on se trouve à l'intérieur des pensées des différents personnages qui habitent à cet endroit-là, qui passent à cet endroit-là, et donc tout le texte est constitué de cette façon-là. En partant bien sûr de la célèbre phrase dans laquelle Paul Valéry moquait et critiquait et stigmatisait le roman traditionnel ou le roman réaliste, La Marquise sortie à 5 heures, eh bien Claude Mauriac a décidé de faire un roman qui n'est pas un roman réaliste et qui au contraire déconstruit totalement les codes du roman réaliste pour faire émerger ce fameux dialogue intérieur, cette juxtaposition d'une multiplicité de monologues intérieurs qui se croisent par des personnages qui eux-mêmes se croisent, voire se parlent ou se côtoient. Dans le dîner en ville, unité de temps, de lieu aussi, le livre se passe pendant un dîner en ville, d'où le titre. Et d'ailleurs, sur la 4e de couverture de cette édition de poche, au livre de poche, on a, je ne sais pas si on va bien le voir, le plan de table, qui est l'illustration un petit peu du fonctionnement narratif. Et là encore, juxtaposition, croisement, confrontation, conflagration des points de vue par les monologues intérieurs, la perception de chaque personnage des différents moments du dîner. Et c'est ça qui fait que j'ai trouvé ici une parenté avec Robert Pinget. Dans la comparaison que je fais entre la structure d'écriture, la configuration d'écriture du fiston de Pinget et de cette tétralogie de Claude Mauriac, il y a pour moi cette idée essentielle qui est que à peu près au même moment, un très grand nombre d'écrivains, notamment en France, d'où cette pseudo-école du nouveau roman, qui rassemble des écrivains qui ont largement autant de différences que de similitudes, mais dans d'autres pays aussi, il y a ce moment essentiel où les écrivains s'approprient le roman en le transfigurant parce qu'ils le reconfigurent différemment. Et on trouve dans le fiston cette reconfiguration de l'axe spatio-temporel. Dans Claude Mauriac, cette reconfiguration passe principalement par une déconstruction du monologue intérieur en le reconfigurant comme ce qu'il appelle le dialogue intérieur, c'est-à-dire un polylogue, une juxtaposition conflictuelle d'un très grand nombre de voix. Bien, ça c'est pour expliquer la problématique de ma vidéo. Bien, je vais lire 2 extraits du Dîner en ville pour montrer cette juxtaposition. Page 172 dans l'édition du livre de poche. Alors le Dîner en ville a été publié en 1959 et l'édition du livre de poche, eh bien, elle est nécessairement postérieure, je ne sais pas de quand elle est. Et alors le livre de poche, c'est les bons livres de poche, c'est ceux qui étaient de bonne qualité et qui vieillissent bien. 1973, voilà, page 72. Je cite l'intégralité de cette page. « Il ne veut pas le savoir, ni moi non plus. Cette phrase passe-partout, si souvent entendue dans la bouche de Bertrand, et qu'il a employée une fois de plus machinalement, sans se douter qu'elle le trahissait, s'est faite formule magique, clé de mes secrets, ou plutôt des siens, car au fond cela m'est égal. Je suis au-delà de ces saletés, non pas résignée ni indifférente, plus loin, derrière une frontière où avec mes enfants et Bertrand lui-même, père de mes enfants, je suis heureuse. Je ne veux pas le savoir, mais je sais que mon mari m'a toujours trompé, et partout, et avec n'importe qui, même avec Marie-Ange, et je m'en moque. Avec Marie-Ange, qui n'est pas habituée, elle, à en juger, par l'air furieux dont elle a accueilli la nouvelle de ce coup de téléphone. Tu en verras d'autres, ma petite. » Rupture, paragraphe. Elle efface un passé regretté dans la mesure où c'est ma jeunesse qui a disparu avec lui. Sans que Bénédicte y soit pour rien, bien au contraire. Ce reste de jeunesse, c'est à son amour au mien, à Nicolas que je le dois. Bénédicte croit que je conserve la nostalgie des femmes dont j'ai été aimé ou épris, alors qu'elles me sont indifférentes. J'ai seulement le regret d'une longue, si longue époque d'indétermination, de non-fixation, de communion que je ne pourrais, avec ou sans elle, retrouver, car elle s'appelait la jeunesse. Rupture, paragraphe. Nouveau monologue intérieur d'un autre personnage. Ami d'enfance de la maîtresse de maison, seule justification à ma présence. 2 à moi, cette vertigineuse indifférence. Je n'ai aucune existence à leurs yeux, ayant juste assez de réalité pour occuper l'une des 8 places de cette table, moins visible étant là que si, n'ayant pu venir, j'avais laissé par mon absence un vide entre 2 dames. Voilà, je ne cite pas plus longtemps ce passage-là. Page 220. L'œil fixe et vague, Eugénie Prieur a soudain l'air d'une folle. Petit jeune homme roux, ne pouvant servir à rien. Attention, je bois trop, je suis déjà toute chaudette. Cut. Le cut, c'est moi qui l'ajoute, hein, mais c'est pour marquer les ruptures de paragraphe.
De mon visage, je ne sens que la bouche devenue énorme, démesurée, monstrueuse, et loin, très loin, mes 2 pieds immenses, gigantesques et figés. Cut. L'un de ces petits moments intolérables où un être vous est soudainement entièrement livré. Tous les secrets de génie sont là, étalés devant nous, sous nos regards sans douceur, si seuls, si démunis, dans l'attente éperdue de quelque chose qui ne vient pas, comme moi avec Bertrand, avant la révélation de Naples. Cut. Eugénie, comme en perdition, ne dit rien, les yeux à demi clos, immobilisée dans cette attitude qu'elle eut tout à l'heure pour prêter l'oreille à ce que disait Roland, le corps détourné, la tête penchée. Alors on voit que dans le style, ça n'a pas grand rapport avec l'écriture de Pinget, mais dans la configuration narrative, textuelle, la manière dont le récit est mis et fait d'un collage, ce que j'appelais un patchwork tout à l'heure, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Très rapidement, pour essayer de ne pas dépasser les 20 minutes, 2 extraits de la Marquise sortis à 5 heures. Pour montrer aussi que Claude Mauriac travaille l'argot, et ce qui a le moins bien vieilli dans la tétralogie de Claude Mauriac, c'est justement cette inscription dans une langue et dans une époque qui est très évidemment les années 50, années 60. Donc on y retrouve une atmosphère très, très chanson de Léo Ferré, tout ça, mais qui du coup n'a pas si bien vieilli que ça. Je cite. Joli croque-moute en pantalon moulant, drôlement pressé, la danse de ses Robert à contretemps du rythme de sa course. Pas de soutien-gorge, la blouse déboutonnée, ça travaille sans filet, ces poupées. Qu'est-ce qu'il branle, fille Dieu? Qu'est-ce qu'il peut foutre depuis le temps que je fais le cerf aux zincs de ce bistrot? C'est malsain ici, je ne tiens pas à me faire enchetiber, moi. Si je rapplique sans lui, qu'est-ce qu'ils vont me raconter les mecs? Il est bon à nib, ces zigues, qu'ils diront. Tout est prêt pour le recevoir. Fille Dieu, dans une planque où il sera bien peinard, où il trouvera des faf et tout. Nous pouvons y être en moins d'une plombe avec la tire, pourtant quoi, l'insigne du Sporting Club de son bled, la même que j'ai dans mes fouilles, et que je dois lui glisser dans la paluche, et puis, en plus, une pochette blanche. Ça devrait se voir malgré tout ce trèpe. Lorsqu'on est au parfum, en fait parfum, ça pue l'essence, jusque dans ce bistrot, il fait drôlement chaud. Elle s'éloigne si vite, la frangine, que je ne vois plus que son pétard bien moulé dans ses grimpants. Elle est drôlement noitée, la môme. Et je voulais lire ce passage parce qu'il y a au moins 3 termes d'argot que je ne comprends pas, que je n'ai pas vérifié, qu'on comprend dans le contexte, on va dire ange quibé, noité, et puis il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, malgré tout ce trèpe, là j'avoue que j'ai pas compris du tout. Extrait de la page 228. Au fond, j'aurais peut-être dû les prendre, ces escarpins bordeaux avec le petit lassage. Ils seraient bien allés avec mon sac de voyage Hermès, aucun cœur tous ces gens. Petit visage errant d'enfant inconsolable. Supervielle, ils ne connaissent pas. Je pense toujours à lui dans ce quartier où je venais souvent pendant l'occupation, voir Robert Desnos qui habitait rue Mazarine, le pauvre. C'est là qu'on l'a arrêté, comme c'est à quelques minutes d'ici, rue des Grands Augustins, que Léon-Paul Fargue a eu son attaque. La première fois, lorsqu'il arriva au cher Léon-Paul, qui s'était baissé un peu trop longuement sous une table de chez Lippe, quelque chose qu'il ne comprit pas, Picasso lui dit « Ton visage n'est plus dans le calque. Tous les siècles français, si bien pris dans la pierre, vont-ils pas nous quitter dans leur grande colère? C'est beau, Supervielle. Mes poèmes à moi, on les ignore. » Voilà, 4 lectures en fait, de 2 textes de Claude Mauriac, en écho à la lecture que je suis en train de faire du Fiston de Robert Pinget.